Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous éteint, mais votre routine du matin, que chaque tasse avalée sans conscience, chaque mouvement évité, chaque silence intérieur vous pousse un peu plus vers l'oubli. Je suis le docteur Armand Delatour. Aujourd'hui encore, bien que retraité, je me considère médecin, non plus avec un stéthoscope autour du cou, mais avec les souvenirs, les découvertes, les remords aussi, que m'ont offert mes années d'exercice et mes années de vieillesse. Je ne parle plus pour prescrire, mais pour transmettre. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que les plus grands remèdes sont parfois ceux que l'on regarde de haut. Les plus petites choses sont parfois celles qui nous sauvent. Ce que je vais vous raconter n'est pas une leçon de biologie. C'est un témoignage. C'est le récit de quelqu'un qui, à 67 ans, a vu la mort s'approcher. Mais sans fracas, sans sirène, sans douleur aiguë. Une mort douce, insidieuse, tapie derrière les rideaux du quotidien. Celle qui n'arrive pas d'un coup, mais qui s'infiltre. Le genre de mort qu'on ne remarque que quand il est presque trop tard. Une mort par abandon. Abandon de soi. Abandon du corps. J'étais assis, jour après jour, sur la même chaise, près de la fenêtre, dans ma maison de campagne en Bourgogne. L'endroit parfait pour écrire des mémoires, diriez-vous. Mais je n'écrivais rien. Je regardais les feuilles tomber. Je regardais mes mains trembler, sans émotion, comme si cela ne me concernait plus. Je regardais la vie s'écouler, doucement, comme l'eau tiède d'un bain qu'on n'a pas envie de quitter, même si l'on s'y endort. Je ne souffrais pas de maladie grave. Je ne prenais qu'un médicament pour l'hypertension. J'avais une alimentation que je croyais saine. Et pourtant, chaque jour, je devenais un peu plus spectateur de ma propre disparition. Mon corps rétrécissait, mon dos se courbait, mes jambes ne me portaient plus, mon sommeil s'effilochait. Et surtout, j'avais cessé de me battre. J'avais accepté. C'était ça, le pire. J'avais accepté d'être un vieux. Mais le choc n'est pas venu d'un électrocardiogramme, ni d'une douleur soudaine. Il est venu d'un enfant de 6 ans, mon petit-fils Léo. Un après-midi de janvier, il a couru vers moi et m'a serré les jambes de ses petits bras. Il m'a dit, très sérieusement, Papy, tu ne dois pas mourir. Moi, je veux jouer encore au foot avec toi. Cette phrase-là, elle m'a coupé le souffle plus qu'un infarctus ne l'aurait fait. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai ri, pour ne pas pleurer. Mais dans ma poitrine, quelque chose s'est fissuré. Un miroir que je croyais indestructible. Celui dans lequel je m'étais regardé pendant des mois en me disant « Tu es vieux, c'est normal ». Non, ce n'était pas normal. Ce n'était pas irréversible et ce n'était pas acceptable. Ce soir-là, dans le silence de ma chambre, je me suis regardé torse nu devant la glace. J'ai vu mes épaules tomber, mon ventre flasque, mes cuisses amaigries, et j'ai pensé, est-ce vraiment ça la fin? Finir assis, à attendre, finir allongé, dépendant, finir oublié? J'ai revu les visages de mes anciens patients. Certains avaient survécu à des cancers. D'autres avaient surmonté des AVC. Mais beaucoup d'entre eux, hélas, s'étaient éteints non pas à cause de la maladie, mais à cause du renoncement. Parce que personne ne leur avait dit que le corps vieillissant n'est pas un ennemi, mais un enfant qu'on avait cessé d'éduquer. Alors, j'ai décidé de faire ce que j'avais conseillé toute ma vie aux autres, mais jamais osé pour moi-même. Reprendre le dialogue avec mon corps. Pas en courant un marathon. Pas en suivant un régime miracle, mais en commençant par le commencement. Le lendemain matin, j'ai bu un verre d'eau tiède. J'ai enlevé mes pantoufles et j'ai tenté de m'asseoir puis de me relever de ma chaise 10 fois. J'en ai fait 5, en tremblant, en suant. Mais j'ai souri parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais agi. Mon corps avait répondu, faiblement, mais il avait répondu. Et dans cette faiblesse, j'ai vu une promesse, celle que tout n'était pas fini, qu'il restait quelque chose à reconstruire, non pas pour vivre éternellement, mais pour vivre encore pleinement, tant que c'était possible. Alors si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, je vous en supplie, ne vous asseyez pas dans ce fauteuil invisible qu'on appelle la vieillesse. Bougez, respirez, marchez, mangez juste, dormez vrai et surtout, décidez. Chaque jour, chaque matin, parce que ce que vous décidez aujourd'hui, c'est ce qui vous portera ou vous brisera demain. Et si vous souhaitez que je continue à partager ces vérités oubliées, ces gestes qui changent tout, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cela me donnera l'élan, la force et surtout le bonheur de continuer à transmettre ce qui peut encore sauver une vie.
peut-être la vôtre. À votre avis, qu'est-ce qui fait vraiment vieillir une personne? A. La perte de force physique. B. Le moment où elle cesse de croire qu'elle peut changer. Dites-moi en commentaire si vous choisissez A ou B et pourquoi. J'ai hâte de lire vos réponses. Toute ma vie, j'ai soigné des corps. J'ai appris à écouter les battements de cœur, les souffles, les silences inquiétants des organes qui ne fonctionnent plus. Mais il m'a fallu attendre ma retraite pour apprendre à écouter le mien. Ce que j'ai découvert ces dernières années, ce n'est pas dans les livres de médecine que je l'ai trouvé, ni dans les congrès internationaux. C'est en vivant ma propre vieillesse, dans la solitude d'un matin d'hiver, en essayant de me lever de ma chaise sans m'aider des bras, que j'ai compris cette vérité toute simple. Le corps ne devient pas inutile avec l'âge. Il devient silencieux, et nous oublions de l'interroger. Je croyais, comme beaucoup, que vieillir signifiait fatalement diminuer, que perdre du muscle, de la vitesse, de l'équilibre était une sentence biologique irrévocable. On me disait « à ton âge, c'est normal », et j'y croyais. J'avais tort. Le corps ne vieillit pas par l'âge, il vieillit par désertion. Quand on cesse de l'utiliser, il se retire. Pas par vengeance, mais parce qu'il n'est plus sollicité. Et puis un jour, mon fils, médecin lui aussi, en médecine préventive, m'envoie une étude publiée par l'Université de Strasbourg. Une phrase m'a frappé comme un électrochoc. Un adulte de 80 ans peut encore développer de la masse musculaire équivalente à celle d'un adulte de 40 ans, à condition de suivre un entraînement adapté. Je l'ai relu 3 fois. Moi, à 67 ans, j'avais encore cette capacité. Je pouvais reconstruire, revenir en arrière. Ce soir-là, j'ai compris que mon affaiblissement n'était pas une fatalité, mais le résultat de mes propres décisions. J'ai commencé par observer mes habitudes. Le matin, un café, une biscotte. Le midi, un peu de pain, du fromage. Le soir, enfin, un vrai repas. J'avais l'impression de bien manger, mais mon corps, lui, passait la journée sans carburant. Ce que peu de gens savent, et que peu de médecins prennent le temps d'expliquer, c'est que le corps d'un senior n'assimile les protéines efficacement que dans une fenêtre très courte, 3 à 4 heures après ingestion. Si on concentre tous les apports en protéines le soir, les muscles restent à jeun toute la journée. Et la nuit, le métabolisme ralentit. Résultat, ce qui n'est pas utilisé est stocké ou éliminé. Les muscles, eux, n'ont rien reçu. J'ai donc réorganisé mes repas, pas en mangeant plus, mais en mangeant mieux. Le matin, je prends désormais un œuf dur, une tranche de pain complet, une boisson chaude végétale. À midi, du poisson blanc ou une volaille, des légumes cuits doucement, du riz semi-complet. Le soir, un potage maison avec des légumineuses ou du tofu, quelques noix ou amandes. En une semaine, je me suis senti plus stable, moins de vertige, moins de somnolence en milieu de journée. Après un mois, j'ai repris 1 kilo de muscle selon mon médecin. Pas de graisse, pas de lourdeur, juste du tonus, une forme de confiance. Je montais les escaliers sans réfléchir. Je pouvais porter 2 sacs de course sans devoir m'asseoir en arrivant. Et pourtant, ce n'est pas un régime miracle. C'était simplement une logique biologique adaptée à l'âge. Un corps vieillissant demande à être nourri avec précision. Pas en quantité, mais en fréquence. Ce n'est pas une voiture de course. C'est un moteur plus lent, mais plus exigeant. Un autre point m'a profondément marqué, la carence en micronutriments. Je pensais naïvement que vivre dans une région ensoleillée suffisait à couvrir mes besoins en vitamine D. Erreur. Un test sanguin a révélé un déficit sévère. Et pourtant, je jardinais tous les jours. Je marchais. Mais à partir de 60 ans, la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D diminue de plus de 50%. Et la vitamine D, ce n'est pas qu'une affaire d'os. Elle agit sur les muscles, le système immunitaire, le moral, la coordination. Depuis que je prends des compléments dosés, prescrits et surveillés, et que j'ai intégré davantage d'aliments riches en cette vitamine, poissons gras, œufs, champignons exposés à la lumière, je tiens mieux sur mes jambes, littéralement. Enfin, il m'a fallu admettre que je ne bougeais pas assez. Je marchais, oui, mais marcher ne suffit pas. C'est un exercice cardiovasculaire. Cela entretient le souffle, le cœur, les articulations. Mais cela ne stimule pas les muscles. Le muscle a besoin d'être sollicité, fatigué légèrement, mis au défi, pas pour la performance, mais pour survivre. Alors, j'ai repris des mouvements simples, des séries de 10 flexions sur une chaise,
des montées de marche lentes, porter 2 bouteilles d'eau comme haltère improvisé. À chaque mouvement, je répétais dans ma tête, ce n'est pas pour devenir fort, c'est pour ne pas devenir dépendant. Et cela a fonctionné, pas en un jour, pas sans fatigue. Mais chaque mot du matin était une victoire sur la veille. Aujourd'hui, je peux me lever sans m'appuyer. Je peux marcher sur de longues distances sans m'essouffler. Et surtout, je sens que je suis revenu dans mon propre corps. Si je partage cela avec vous, ce n'est pas pour faire l'apologie de la discipline. C'est pour vous rappeler que rien n'est figé. Le corps n'est pas un ennemi. Il est un compagnon qui attend qu'on le regarde à nouveau. Je suis médecin. J'ai vu des milliers de patients glisser vers la dépendance en croyant que c'était inévitable. Et j'ai vu d'autres, plus rares, refuser cette pente et reconstruire leur autonomie jour après jour. Si vous êtes encore capable de lire ces mots, de vous lever seul, de mâcher, de penser, alors vous avez encore tout ce qu'il faut pour repartir. Le plus difficile, c'est pas de commencer, c'est de croire que ça vaut encore la peine. Croyez-moi, ça vaut la peine. Après une vie entière à ausculter les autres, j'ai dû apprendre à écouter ce que mon propre corps ne me disait plus. Car il y a une forme de vieillissement bien plus subtile que celle que l'on voit dans le miroir, celle qui se passe entre le cerveau et les muscles. Une lente déconnexion, invisible, mais terriblement dangereuse. Un matin, j'ai voulu monter une simple marche à l'entrée de l'église de mon village. Une marche que j'avais franchie des centaines de fois, sans y penser. Mais ce jour-là, mon pied est resté au sol. Mon cerveau avait donné l'ordre, mais ma jambe ne l'avait pas entendu. Pas de douleur, pas de vertige, simplement rien. Un silence entre deux parties de moi. Et dans ce silence, un frisson que je n'avais encore jamais ressenti dans toute ma carrière, la peur de ne plus être coordonné. Ce que j'ai vécu ce jour-là n'était pas un accident, c'était un signal, un avertissement. Le corps vieillissant ne se désintègre pas brutalement, il se déconnecte peu à peu. Et trop souvent, on attribue cela à la fatigue, à l'âge, au hasard. Mais non, c'est un phénomène neurologique réel, tangible, connu depuis des décennies, mais rarement expliqué clairement aux seniors. Il s'agit de la rupture des circuits neuromusculaires, ces voies de communication entre le cerveau et chaque muscle, chaque réflexe, chaque équilibre. Quand j'étais jeune médecin, on pensait que ces circuits, une fois abîmés, ne se réparaient plus. Aujourd'hui, la science nous dit autre chose. On sait qu'ils peuvent être renforcés, rééduqués, reconnectés, même après 70, 80, voire 90 ans, mais à une condition, qu'on s'en occupe. J'ai donc commencé une forme de rééducation que je n'avais jamais pratiquée auparavant, même chez mes patients, la reconquête sensorimotrice. Cela peut sembler savant, mais c'est terriblement simple. Cela commence par un exercice aussi banal que difficile, tenir debout sur une jambe, les yeux fermés. La première fois, j'ai tenu 2 secondes, puis je suis tombé sur le lit. J'ai ri, un rire nerveux, mais aussi un peu honteux, et j'ai recommencé, tous les jours. Au bout d'une semaine, j'ai atteint 7 secondes. Mais au-delà du chiffre, ce que je sentais, c'était l'attention que mon cerveau recommençait à porter à mes appuis, à mes gestes, à mon ancrage. J'ai continué avec d'autres exercices. Lancer une balle en mousse contre un mur avec la main gauche, puis la main droite. Me brosser les dents de la main non dominante. Marcher dans le couloir tout en récitant l'alphabet à l'envers. Me lever d'une chaise sans m'aider des mains, tout en gardant les yeux fermés. Ces gestes paraissent enfantins, mais ils sont des ponts, des chemins de traverse que l'on oblige le cerveau à reconstruire. À chaque geste nouveau, le cerveau crée une connexion. Il renoue avec le muscle. Et surtout, il se réveille. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le souffle. Nous sous-estimons à quel point notre respiration est liée à notre équilibre, à notre coordination, à notre stabilité mentale. Le souffle, c'est le rythme intérieur. Et quand il est saccadé, le reste suit le désordre. Un kinésithérapeute de Dijon m'a enseigné un exercice que j'ai pratiqué tous les soirs pendant des mois. La respiration carrée. Inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, puis rester en vide pendant 4 secondes. 10 cycles avant de dormir. Au début, cela m'agaçait. Je trouvais ça lent, inutile. Et puis, j'ai commencé à sentir quelque chose. Une présence. Une sensation d'unité. Comme si mon corps et ma tête,
qui avaient vécu chacun de leur côté pendant des années, se retrouvaient enfin autour d'un souffle commun. Je ne prétends pas que cela guérit tout, mais je peux affirmer que cela transforme la relation que l'on a avec son propre corps. Et c'est pour moi la plus puissante des médecines. J'ai vu trop de patients finir par tomber non pas à cause de leurs muscles, mais à cause de cette perte de dialogue entre le cerveau et le geste. Des hommes forts qui trébuchaient sur un pas de porte, des femmes lucides qui devenaient soudain instables. Et chaque fois, on blâmait l'âge. Alors qu'en vérité, c'était l'habitude de ne plus s'écouter, de ne plus se tester, de ne plus se défier un peu chaque jour. Aujourd'hui, je monte et descends mes escaliers en conscience. Je marche sur les lignes des trottoirs comme un enfant. Je joue avec mon petit-fils à faire des parcours d'équilibre dans le jardin, pas pour faire du sport, mais pour rester habité. Car je crois que ce n'est pas le corps qui vieillit en premier, c'est l'attention qu'on lui porte. Et si je vous parle ainsi, ce n'est pas pour vous impressionner, c'est pour vous dire qu'à 67 ans, on peut encore rebrancher la lumière dans des zones que l'on croyait éteintes. Le cerveau ne demande qu'une chose, être utilisé. Et chaque geste nouveau, chaque défi, chaque petit déséquilibre contrôlé, c'est un signal que vous lui envoyez. Je suis encore là. J'ai encore besoin de toi. Alors, si vous avez cette sensation de jambes qui ne répondent plus, de gestes imprécis, d'équilibre incertain, ne baissez pas les bras. Ne vous dites pas que c'est normal. C'est le moment exact où vous pouvez changer la trajectoire. Pas avec des machines, pas avec des médicaments, mais avec des gestes simples, réguliers, attentifs. Le lien entre le corps et l'esprit ne se coupe jamais complètement. Il se voile, il s'endort. Mais il suffit d'une décision, d'un souffle, d'une répétition patiente pour qu'il se réveille à nouveau. Après plus de 40 ans de pratique médicale, je pensais avoir tout vu. J'ai assisté à des guérisons spectaculaires, à des déclins brutaux, à des rémissions inattendues. Mais ce que je n'avais pas compris, ou peut-être jamais voulu vraiment regarder en face, c'est ce feu discret qui ronge lentement les personnes âgées. Pas une maladie en soi, mais une inflammation silencieuse, chronique, diffuse. Un feu qui ne brûle pas assez fort pour alarmer, mais suffisamment pour affaiblir jour après jour, sans relâche. Je l'ai découvert un matin comme tant d'autres, où je me suis levé avec le sentiment d'être lourd. Pas malade, pas fébrile, juste ralenti. Le cerveau brumeux, les articulations engourdies, une lassitude difficile à décrire mais profondément réelle. Mon appétit avait baissé. Mon humeur était grise. Je ne ressentais pas de douleur aiguë, mais un fond d'inconfort, tenace, comme si tout mon corps chuchotait une plainte que je ne voulais pas entendre. En tant que médecin, j'aurais dû réagir. Mais il m'a fallu plusieurs semaines avant de me décider à consulter un confrère. J'ai fait des analyses, rien de dramatique, pas d'infection, pas de pathologie évidente, mais plusieurs indicateurs légèrement déréglés. Un taux de CRP un peu élevé, des cytokines inflammatoires en activité. Le diagnostic tomba sans fracas, inflammation chronique de bas grade. On l'appelle parfois inflammaging, la contraction inflammation et aging, le vieillissement. C'est un mot récent dans le vocabulaire médical, mais c'est une réalité ancienne dans le corps des aînés. Cette inflammation-là ne fait pas mal. Elle ne provoque pas de fièvre. Elle ne cloue pas au lit, mais elle grignote. Les cartilages, la mémoire, le sommeil, la récupération musculaire, l'énergie, tout est lentement saboté de l'intérieur. Et pendant ce temps, on continue à croire qu'on est simplement en train de vieillir normalement. J'ai repensé à tant de mes anciens patients, des hommes et des femmes fatigués, à qui l'on disait simplement « c'est l'âge ». Et si c'était faux? Et si ce n'était pas l'âge, mais un feu mal éteint que nous laissions couvert sous la cendre? J'ai décidé de ne plus l'ignorer, d'en faire un combat quotidien, pas à coups de médicaments, mais en comprenant ce que ce feu déteste, le sommeil profond, une alimentation anti-inflammatoire et un mouvement régulier. J'ai commencé par le sommeil, car c'est la nuit que notre corps éteint ses incendies, c'est la nuit que les cellules immunitaires se réparent, que les tissus s'auto-nettoient. Et moi je dormais mal depuis des années. Réveil nocturne, rumination mentale, sommeil fragmenté. J'ai alors pris des mesures radicales. J'ai supprimé les écrans 2 heures avant de me coucher. J'ai redonné un rituel à mes soirées, une infusion de gingembre et de curcuma, une lumière tamisée,
une respiration lente. En quelques semaines, mon sommeil est devenu plus dense. Je ne me réveillais plus vidé, mais restauré. Et surtout, mes douleurs articulaires matinales ont commencé à reculer. Ensuite, l'alimentation. Là encore, il ne s'agissait pas de suivre un régime strict, mais de changer de logique, réduire les sucres rapides, supprimer les aliments ultra transformés, introduire des aliments riches en oméga 3, sardines, maquereaux, graines de lin, des légumes colorés, betteraves, choux rouges, épinards, des épices, curcuma, cannelle, ail noir. C'était pas spectaculaire, mais mon transit s'est régulé, ma peau s'est éclaircie et surtout ma vitalité est revenue. Le dernier pilier, ce fut le mouvement. Pas le sport intense, pas les grandes promenades. Non, des gestes simples, réguliers, doux, des étirements chaque matin, 10 minutes de marche après chaque repas, des montées de marche lentes, du jardinage, du tai chi dans le parc du village. J'ai compris que ce que le feu déteste le plus, c'est l'oxygène du mouvement. Car le sang circule, les cellules reçoivent de l'oxygène, les toxines sont éliminées. Le feu intérieur ne peut pas survivre dans un corps qui respire, transpire, s'ouvre. Et il y a eu un moment, un matin de printemps, où je me suis surpris à chantonner en arrosant mes plantes. Cela n'avait rien d'exceptionnel. Mais c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais vivant sans effort. Pas dans la résistance, pas dans la fatigue, juste vivant. Aujourd'hui, je ne suis pas guéri de tout. Je reste un vieil homme. Mais je suis un vieil homme enflammé de l'intérieur par la paix. Je ne laisse plus cette inflammation invisible dicter mes journées. Je la tiens à distance, par ma régularité, par mes choix, par mon attention. Ce feu discret, je le vois dans les regards fatigués, dans les silences pesants de tant de seniors. On croit qu'il faut accepter, mais on peut l'apaiser, on peut le désamorcer, à condition de savoir qu'il est là, à condition de ne plus le laisser tranquille. Et si j'ai appris quelque chose de toutes ces années, c'est que ce sont les batailles invisibles qui font le plus de dégâts, mais aussi les plus belles victoires. J'ai passé ma vie à soigner des gens, à écouter leur souffle, leurs plaintes, leur cœur battant ou défaillant. Et pourtant, il m'a fallu attendre la retraite pour comprendre que la médecine la plus profonde ne se trouve pas dans les hôpitaux, ni dans les prescriptions, mais dans la manière dont on choisit de se lever chaque matin. Je ne parle pas ici de volonté ou de courage, mais d'un rapport intime avec la lumière du jour, avec le rythme naturel de la vie, avec ce que j'appelle aujourd'hui mes petits serments du quotidien. Pendant des années, j'ai cru qu'il suffisait d'éviter la maladie, mais j'ai découvert que pour rester vivant, il faut faire bien plus que survivre. Il faut cultiver la vitalité. Tout a commencé par un geste banal. Un matin, je me suis réveillé sans allumer tout de suite la lumière. J'ai tiré les rideaux et j'ai laissé entrer le jour. Ce n'était pas un jour particulièrement beau. Le ciel était gris. Mais cette lumière, même pâle, a touché mon visage comme une main douce. Et je ne saurais l'expliquer autrement. J'ai senti mon corps s'éveiller différemment. Depuis ce jour, je commence chaque matin par me connecter à la lumière naturelle. Avant même le café, avant même les infos. J'ouvre les fenêtres, je respire profondément. Je sors même s'il fait froid. Je lève les yeux au ciel et je remercie. Pas pour quelque chose de spectaculaire. Je remercie juste d'être encore là. Ce rituel simple a changé la température de mes journées. Cela a changé mon humeur, mon énergie, ma posture. Et petit à petit, j'ai construit autour de cette lumière matinale tout un rythme nouveau. Un rythme fait de régularité, de douceur, mais aussi d'exigence. Car pour que le corps vieillissant tienne debout, il faut lui donner des repères. Des horaires stables, des habitudes saines, un cadre de vie qui apaise. Je me lève désormais à 6 heures tous les jours, même le dimanche. Non pas par discipline rigide, mais parce que mon corps a besoin d'un rythme qui lui appartient. Je bois un verre d'eau tiède avec une tranche de citron, je fais quelques étirements dans le silence, puis je marche un peu dans le jardin, pieds nus sur l'herbe quand c'est possible. C'est un contact que j'avais oublié et qui me rappelle que je suis encore fait de chair, de peau, de sensations. Puis vient le moment de la gratitude. Je prends un carnet et j'écris 3 phrases, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant ce jour-là. Cela peut être une conversation, une sensation, un souvenir. Au début, je pensais que c'était inutile, mais avec le temps, j'ai compris que reconnaître ce qui est bon nous protège de ce qui est vide.
Je mange à heure fixe, je m'assois à table, je prends le temps, je bénis la nourriture, pas de façon religieuse mais humaine. Parce que chaque repas est un dialogue entre ce que je donne à mon corps et ce que je lui demande en retour. Je ne le nourris plus à la va-vite. Je l'honore, et lui en retour me porte. L'après-midi, je réserve toujours un moment pour la lenteur utile. Cela peut être une sieste légère, une promenade attentive, ou simplement regarder un arbre bouger dans le vent. Ce sont des instants où le temps cesse de courir, et où l'on retrouve l'essence même de la présence. Et puis, il y a le lien aux autres, car vieillir seul, c'est s'éteindre plus vite. C'est une mort progressive que je vois trop souvent chez ceux qui n'osent plus tendre la main. J'ai fondé dans mon village un petit cercle de rencontres. Nous sommes 6, tous âgés de plus de 70 ans. Chaque mardi, nous nous retrouvons dans le parc. Nous parlons peu. Nous faisons quelques mouvements ensemble. Nous nous regardons dans les yeux. Et nous nous rappelons, sans le dire, que nous existons encore. Ce cercle m'a redonné quelque chose de précieux, le sentiment d'être utile. Car même à mon âge, je peux transmettre, accueillir, écouter. Je ne suis pas un vestige du passé. Je suis une mémoire vivante. Et tant que je la partage, je reste debout. Le soir, je m'éloigne des écrans. Je lis, j'écris, je parle avec mon petit-fils si je le vois. Et avant de dormir, je me pose une seule question. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui honore la vie que l'on m'a encore donnée? Parfois la réponse est floue, parfois elle est évidente. Mais chaque soir, je me couche avec cette sensation tranquille d'avoir été présent au monde. Et c'est cela, à mes yeux, le véritable secret de la longévité digne. Nous ne contrôlons pas tout. Nous n'échappons pas à la vieillesse. Mais nous pouvons choisir comment l'habiter. Et moi, je choisis de l'habiter en pleine lumière, avec mes rides, mes limites, mes douleurs, mais aussi avec mes matins clairs, mes gestes justes, et cette paix que seule la fidélité à soi-même peut offrir. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque, mais c'est radicalement vivant. Et si vous êtes encore capable de vous lever seul, de saluer le matin, de marcher quelques pas, alors vous avez déjà tout ce qu'il faut pour bâtir une vieillesse lumineuse. Je suis le docteur Armand Delatour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous avez peut-être compris que ce que je partage avec vous n'est pas un simple récit de vieillesse, ni une succession de conseils médicaux. C'est une tentative humble, sincère et urgente de transmettre ce que j'aurais aimé que l'on me dise plus tôt, avant que le corps ne commence à flancher, avant que les automatismes de la jeunesse ne deviennent des efforts douloureux, avant que l'oubli de soi ne devienne la norme. À travers ce témoignage de vie, j'ai voulu vous montrer que la vieillesse n'est pas une pente glissante vers l'oubli, mais une traversée qui peut être lumineuse, intense, riche, à condition de ne pas baisser les bras. Oui, nous vieillissons tous, mais nous ne vieillissons pas tous de la même manière. Certains s'effondrent en silence, d'autres choisissent de se relever un peu chaque jour. Ce que j'ai appris dans mon propre corps, c'est qu'il ne suffit pas de ne pas être malade pour être en bonne santé. Il faut prendre soin, nourrir, respirer, s'ajuster, écouter, aimer et recommencer. Il faut choisir de vivre pleinement et non de simplement attendre. Il faut comprendre que chaque matin est une chance, une ouverture, une possibilité de recréer le lien entre le corps et l'esprit. Il n'est jamais trop tard pour changer. Même si vos genoux craquent, même si vous dormez mal, même si vous pensez que tout est fichu, je vous assure, vous avez encore du pouvoir sur votre vie. Et ce pouvoir ne vient ni des médicaments, ni des machines, ni même des médecins comme moi. Il vient de vous, de vos choix, de vos habitudes, de votre foi dans le fait que le corps, même vieux, répond à l'attention. Aujourd'hui, je ne suis pas un vieillard exemplaire. Je suis simplement un homme de 67 ans qui a décidé de ne plus se laisser glisser doucement vers l'oubli. J'ai mal parfois, je doute, je fatigue, mais je suis debout. Et surtout, je suis présent. Si je partage cela avec vous, ce n'est pas pour qu'on m'admire, mais pour vous inviter, vous aussi, à devenir acteur de votre propre vieillesse ou de celle d'un proche. Ce que vous mettez en place aujourd'hui peut changer radicalement vos 10, 15, 20 prochaines années. La qualité de votre fin de vie se prépare maintenant. Non pas dans l'angoisse, mais dans la conscience. Vieillir n'est pas un échec. C'est une étape naturelle. Mais c'est aussi une responsabilité. Celle de ne pas se négliger.
de rester éveillé, de cultiver le vivant. Et cette responsabilité, nous pouvons la porter avec tendresse, avec simplicité et avec foi. Comment l'appliquer dans votre vie? Commencez demain matin. Levez-vous à heure fixe. Buvez un verre d'eau. Étiriez-vous. Sortez quelques minutes dehors, même s'il pleut. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et faites un mouvement, n'importe lequel, pour rappeler à votre corps que vous êtes encore là. Quel est, selon vous, le geste le plus simple mais le plus puissant pour rester en bonne santé à long terme? A. Marcher chaque jour. B. Dormir suffisamment. Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. A ou B? Et dites pourquoi si vous le souhaitez. Votre avis peut en inspirer d'autres. Et si ce partage vous a touché, si vous souhaitez que je continue, malgré mon âge, à transmettre ces clés de vie que la médecine moderne oublie parfois, alors abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide énormément. Et si vous le pouvez, même un petit don, 1 euro, 2 euros, via le lien en description, c'est un vrai encouragement. Non pas pour moi, mais pour continuer à offrir, semaine après semaine, des paroles qui peuvent peut-être changer une vie. Merci du fond du cœur.